Du coup. Petit rétexte sur 20 missions plus tard, autopsie des 4 années de mutation offensive. On va parler d'abord un peu de la Red Team, de qu'est-ce que c'est, 4 années de bascule côté client, comment ça s'est passé, ce qui marchait avant, ce qui ne marche plus, ce qui fonctionne encore ou presque, et après on va voir un peu les nouveautés, et puis on finira par quelques epic fails, epic wins de Red Team qui font toujours plaisir. D'abord, je me présente, moi c'est Cyril Servière, Mayfly sur X. Donc je suis Red Team Leader à Orange Cyberdéfense, pardon. Donc j'ai fait 10 ans de dev et de DevOps avant de m'orienter vers la sécu. Et là, ça fait 8 ans que je fais de la sécurité offensive, dont 4 ans de Red Team. J'ai quelques certifs, mais on s'en fout. Sinon, après, j'ai fait des projets qui peuvent vous intéresser si vous faites de l'AD notamment, comme Game of Active Directory ou la mind map sur Active Directory que j'ai fait avec des collègues. Pourquoi ce talk? Parce que ça fait 4 ans que je bouffe de la Red Team au petit-déj tous les matins. Et que depuis 4 ans, en fait, l'amélioration des défenses clients, elle est constante. Les détections, pareil. La bascule vers le cloud, elle est quasi systématique maintenant. Que quasiment tous nos clients, on doit être à 90% des clients qui basculent vers Intra-ID. Donc ils se retrouvent avec de l'hybride. Du coup, nous, il a fallu qu'on évolue sur le tooling offensif, qu'on évolue sur l'infrastructure d'attaque. Et puis surtout en Red Team, qu'on évolue aussi sur nos attaques utilisateurs qui représentent toujours et encore le maillon le plus faible. Donc après une vingtaine de missions, voici un retour sur les 4 années. D'abord la Red Team. Déjà on va parler un peu de Red Team, qu'est-ce que c'est? Une Red Team, ça sert à tester la capacité réelle de détection et de réaction. C'est une équipe offensive qui est spécialisée dans la simulation d'attaques avancées. Donc elle utilise des techniques variées, type social engineering, intrusion physique, exploitation technique, pour évaluer la sécurité globale. En résumé, c'est un test en conditions réelles de l'équipe de défense, de la Blue Team. S'il n'y a pas de Blue Team, il n'y a pas de Red Team, c'est aussi simple que ça. Du coup, une Red Team, c'est pas du tout pareil qu'un pentest, mais c'est aussi pas pareil qu'un threat actor, même si on essaye de le simuler. Déjà, première chose, en pentest, on a un scope, il est fixe. Le client, il nous file nos URL, puis c'est réglé. En Red Team, le client il va nous dire un scope plus ou moins gros, plus on va être contraint par la loi. C'est-à-dire tout ce qui est supply chain attack, attaquer les GitHub CI pour faire de la supply chain, ça va pas marcher, quoi. Pareil, le client, des fois on se retrouve, on a des grands groupes en client, et en fait le client veut tester qu'une sous-partie du groupe. Et donc même si on trouve un truc ultra troué sur le reste du groupe, en fait, il va nous dire non, vous pouvez pas l'utiliser, quoi. Donc ça, c'est là où le threat actor, lui, son scope, c'est étoile. Lui, il s'en fout, quoi. La durée de la mission, ça va différencier. Un pentest, c'est on va dire 1 à 3 semaines. Une Red Team, c'est 1 à 6 mois, plutôt 2 à 6 mois même. Donc déjà, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et le threat actor, lui, il s'en fout, il peut durer le temps qu'il veut. En Red Team, on va rédiger un rapport comme un pentest. Donc ça, c'est le seul truc où le threat actor, franchement, ils ont de la chance. On ne peut pas ignorer la loi, bon ça c'est pas mal, et effectivement ça coûte plus cher qu'un pentest parce que forcément ça dure plus longtemps, donc il faut payer les gens plus longtemps. Par contre il y a plein d'aspects sur lesquels la Red Team ça se rapproche du threat actor. Les infos initiales d'habitude en Red Team on n'en a pas. On démarre, on n'a pas d'infos, le client nous dit allez-y, dites-nous ce que vous trouvez. L'utilisation de la persistance. Donc en Red Team on ne relance pas notre initial access tous les matins, sinon c'est mort. Donc il va falloir trouver la persistance, arriver à persister chez le client pour pouvoir continuer dans nos accès. On peut faire du social engineering, on peut donc appeler les gens, etc. On a aussi la carte accès physique. Et là, c'est le seul point, sur tout l'ensemble des points, où en fait, le Red Teamer en a vraiment un avantage sur le threat actor parce qu'il a la carte sortie de prison. Donc c'est beaucoup moins stressant d'aller faire une intrusion physique quand on sait que si on se fait gauler, on ne va pas passer sa vie en prison, quoi. Est-ce que la Blue Team est au courant? Red Team, non, évidemment. Et trouver toutes les vulnérabilités. Alors, en Red Team, non, on n'essaye pas de trouver toutes les vulnérabilités. Si vous voulez trouver toutes les vulnérabilités dans votre SI, faites un pentest, faites un test interne, mais faites pas une Red Team. La Red Team, c'est là pour évaluer la Blue Team, c'est pas là pour trouver toutes les vulnérabilités possibles dans votre SI. Et est-ce qu'on doit être discret? Ouais, on essaye. Du coup, il y a une notion hyper importante à Red Team, c'est la notion de flag. En gros, le flag, c'est mesurer un succès qui a du sens pour le client.
Donc quand on fait une red team, en fait, le client nous fixe des objectifs, et ces objectifs, c'est ce qu'on doit essayer d'avoir. Donc notre but, c'est pas de trouver un max de vulnérabilité, c'est d'atteindre l'objectif. Donc le client, s'il craint le ransomware, on va dire, il va avoir des exemples de flag AD qui va être obtenir des privilèges importants sur l'AD, ou alors prendre la main sur le système de sauvegarde. C'est des trucs qu'on nous demande assez régulièrement pour les petits clients, on va dire. Après, pour des plus gros clients, c'est souvent des flags métiers, parce que ce qui va compter pour eux, ça va être protéger leurs données. Donc, mettons, ça va être un flag, ça va être obtenir un accès au core banking system. Donc là, si on a la main sur le cœur de la banque, évidemment, ben, le client, ça le fait un peu flipper. Pareil, récupérer des données stratégiques et financières. Une fois, on nous a demandé de choper la boîte mail d'un des membres du CODIR. Je ne sais pas si le membre du CODIR était au courant qu'on a chopé sa boîte mail, mais bon. Ça va être poser un implant physique dans les locaux si on veut tester sa sécurité physique. Obtenir l'accès au code source d'une application. Mettons, ça peut arriver qu'un client, en fait, il craigne pour une application sur laquelle il a peur de l'espionnage industriel. Mais du coup, son flag, c'était obtenir l'accès au code source de telle appli. Et on a vu les budgets de l'appli, franchement, je comprends qu'il craigne. Et ensuite, ça peut être obtenir des accès sur O365 ou des données de fiches de paye ou autre. Du coup, ça fait 4 ans que côté Red Team, ça a basculé côté client. En fait, on voit qu'il y a eu grosse évolution. Notamment, on voit de l'EDR, de l'XDR partout. Là, maintenant, un client qui n'a pas d'EDR, ça n'existe plus. La télémétrie, partout. La détection, ils sont bien plus chauds, les gars. Et ce qu'on voit surtout, c'est une hybridation DSI. Donc maintenant, la coexistence on-prime et cloud, c'est quasi systématique. Une notion d'identity first. On met l'identité au cœur de tout ce qui est connexion. Conséquence pour nous, complexification des chaînes de compromission. Forcément, si la défense ils sont plus chauds, nous, il faut qu'on soit plus chaud aussi. Et l'autre conséquence, ça va être que vu qu'il y a une hybridation du SI et un passage vers le cloud, passage vers le cloud dit nouvelle porte, nouvelle surface d'accès pour nous. Avant, et maintenant encore, on voit une défense on-premise qui est plutôt costaud. Maintenant, on voit ça un peu partout. On va avoir de l'EDR, de l'antivirus, des DNS à bypasser, des proxys qui vont filtrer tous nos flux sortants, des NIDS qui vont détecter en fait toutes les actions qui peuvent être faites au niveau du réseau, le SIEM qui va loguer le tout, et en plus, on voit de plus en plus de firewall internes pour bien nous bloquer. En gros, toute notre chaîne de compromission, notre attaquant, il infecte la machine et il doit arriver jusqu'à lui, la chaîne d'attaque doit arriver jusqu'à lui. Donc il faut qu'elle passe toute cette chaîne de sécurité en fait, pour arriver à obtenir un accès sur la machine distante. Donc c'est pas forcément hyper simple. Du coup on se dit, bon, peut-être ça peut être intéressant de passer côté cloud, c'est peut-être une nouvelle surface d'attaque, avec l'hybridation des SI, et surtout le fait que si le client met ses datas sur le cloud, du coup, nous, des fois, même les objectifs, les flags qu'on doit atteindre, ils sont sur le cloud. Si l'objectif, c'est pas d'être DA, si l'objectif, c'est de choper les fiches de paye sont sur SharePoint partagées à tout le monde, et que le client ne s'en est pas rendu compte, nous, on a les flags, on est content. Donc ça peut être une façon de faire. Mais c'est pas si simple non plus, parce qu'évidemment, côté cloud, il y a aussi des protections, notamment tout ce qui est Conditional Access Policy, qui va faire en sorte de bloquer l'attaquant un maximum. Pardon. Du coup, on va voir un peu ce qui marchait avant et ce qui ne marche plus. Déjà, il y avait des techniques qu'on a utilisées pendant longtemps et qui ne marchent plus trop. Là, par exemple, vous avez un document macro, là, un doc Word qu'on a utilisé pendant quelques années, qui était très bien, avec un CV. Et en fait, ce document a été créé par une version antérieure de Microsoft Office. Veuillez activer le contenu pour une conversion automatique. Ça marche très bien, ça. Le mec, il cliquait, etc. Maintenant, passer des macros sur des EDR, c'est un petit peu plus chaud qu'avant. Donc c'est un vecteur qu'on a tendance à oublier, sans compter les blocages, etc., et Mark of the Web et compagnie. Ce qu'on oublie aussi, c'est tout ce qui va être CPL, HTA, PSO, merci ClickFix, tout ce qui est EXE, ISO, JS, ça c'est des trucs qu'on n'utilise plus du tout. Et d'autres vecteurs qui sont à éviter d'utiliser sans signature, parce qu'il y a trop d'alertes en fait, à l'utilisateur, ça va être du type MSI ou ClickOnce, c'est des vecteurs pareils qui sont un peu compliqués, mais qui sont encore utilisables. Un truc qu'on faisait pendant longtemps en RT, c'était quand on utilisait du DLL sideloading sur Teams. Teams, c'est génial, parce que Teams, ça démarre avec votre ordinateur, et personne va faire clic droit quitter Teams. Donc en fait, ça reste toute la journée sur l'ordi allumé.
Donc en gros, on déposait un seul fichier DLL, on avait à la fois l'infection et la persistance sur la machine. En gros, ce qui se passe, qu'on faisait, c'est du sideloading. L'ancienne version de Teams, elle se loadait dans Local App Data. Elle était chargée depuis Local App Data. Du coup, le Teams.exe, il était dans Local App Data Microsoft Teams. Et à côté, il y avait plein de DLL. Et il y avait plein de DLL qui manquaient, et du coup, qui allaient fallbacker sur ces Windows System 32. Notamment version.dll pour l'exemple. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand l'exé tourne, et bien, en fait, si on pose une DLL malveillante ici, en fait, l'ordinateur va la charger, enfin, le programme va le charger. C'est juste du DLL sideloading classique, en fait. Et pour éviter de casser Teams, parce qu'on ne veut pas que notre utilisateur ne puisse plus utiliser Teams, et bien, du coup, on va proxifier toutes les fonctions de Teams vers la fonction d'origine de DLL dans System 32. Maintenant, ça, c'est tué pour deux choses. Parce que il y a New Teams maintenant, donc Teams il n'est plus dans Local App Data, donc l'utilisateur il ne peut plus écrire dedans comme il veut, donc ça c'est fini. Et les détections par les EDR sur tout ce qui est sideload vers ces Windows System 32, c'est de plus en plus cramé. Ça a marché très bien encore l'année dernière, ça ne marche plus du tout. Enfin, sur d'autres que Teams, puisque New Teams ça fait 2-3 ans qu'il est sorti. Un autre truc qu'on utilisait avant, qu'on ne fait plus, c'était copier les informations de signature. Par exemple, on prenait notre version .dll, mais on prenait la signature Microsoft, on la copiait en brut dans notre nouvelle DLL malveillante. Et ça, c'était super, parce qu'en fait, on avait l'impression que la DLL était signée. Le DR, il disait, ouais, c'est bon, la DLL, elle est signée. Sauf qu'en fait, elle était signée, mais la signature, elle était éclatée. C'était juste une recopie du précédent, donc c'était pas le même hash, donc en fait, elle n'était pas valide. Mais en fait, au niveau des EDR, ça passait très bien, en fait. C'est considéré comme, la DLL est signée, signature invalide, mais ça posait pas de problème. Maintenant, c'est ultra flagué et ça se fait strike encore plus vite que si vous la signez pas. Donc maintenant, soit faites de l'autosigne, soit utilisez un leak de certificat, donc expirer, révoquer, valide, etc. Problème du leak de certificat, c'est le problème de la légalité. Alors, on n'est pas tous d'accord dans la communauté. J'en discutais avec Marius Banac, qui lui trouve pas de problème à faire ça, puisqu'en fait il y a des APT qui font ça, donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en servir. Nous on trouve que c'est un peu plus border, donc effectivement on fait pas ça. Ce qu'on a eu fait par contre une fois chez un client, c'est récupérer un certificat qui servait à signer des binaires dans son infra, et on a signé nos propres binaires avec le certificat du client. Une autre technique obsolète, en fait, qu'on a eu, dont on s'est servi, mais qui pourrait encore sous certaines conditions, c'est quand vous chargez Teams et Outlook, en fait, quand vous avez les deux installés sur votre application, sur votre ordinateur, alors ça ne marche plus avec New Outlook, hein, mais quand vous aviez Teams, même New Teams et Outlook, en fait, vous avez un plugin qui s'est installé dans Local App Data. Ça s'appelle Microsoft Teams Meeting Add-in. En gros, c'est pour voir quand la personne est connectée sur Teams directement dans Outlook. Sur New Outlook, ça y est plus. Et ce truc-là, en fait, c'était juste des DLL qui étaient chargés dans Local App Data. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait Microsoft Teams Add-in Loader.dll, ça c'était la DLL originale, on l'a renommé sans le point, et ensuite on a rajouté un point dans notre DLL malveillante. Et toutes les fonctions, en fait, au chargement, ça chargeait notre payload, et toutes les fonctions en fait d'origine, on les fallbackait vers cette DLL. Ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, ça ne charge pas dans ces Windows System 32. Donc au niveau des EDR, c'est beaucoup, beaucoup moins vu. Et c'est une technique qui fonctionne encore très bien sur d'autres types de binaires. Un autre truc, il faut faire attention, c'est tout ce qui est technique d'exécution trop exposée. Donc en Red Team, quand vous utilisez du tooling public, souvent il est oversigné, il y a plein d'heuristiques, plein d'IOC qui ont été montés dessus. Tout ce qui est chemin d'exécution, pattern réseau, etc., ça va être vu énormément. Par exemple, si vous faites de l'AD, si vous attaquez l'AD, tout ce qui est CertiPy, NXA, InPacket, Bluedown ou Swapbound ou ce que vous voulez, ça va être flagué de ouf. Là, par exemple, ça c'est une authentification avec InPacket en Kerberos. Du coup, le DR il flague direct, si vous ne modifiez pas les IOC. De même, la plupart des formations, certifications taguées Red Team, je ne donnerai pas de nom, mais vous voyez de quoi je parle, ça ne permet pas directement de contourner les protections actuelles. Ce que vous apprenez là-dedans, ça vous donne des billes, mais ça ne vous permettra pas de réutiliser ce qui est appris directement. Il va falloir faire des modifications. Du coup, on se dit, plus de tout le public, si, mais il va falloir les modifier un petit peu. Donc il va falloir customiser, obfusquer, réécrire une partie du code,
Ou alors il faut avoir un Oussama sous la main pour désactiver le DR et pouvoir loader à peu près tout ce qu'on veut. Merci Oussama. Et après surtout, le truc le plus important, c'est tester en lab. Nous, ce qu'on fait systématiquement sur toutes les opérations, pour chaque OP, on remonte un lab identique à l'infra client et on teste en lab toutes les actions avant de les jouer chez le client. Comme ça, on sait si ça sonne déjà sur une version par défaut ou pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est public à customiser pour une utilisation en Red Team. Du coup, qu'est-ce qui fonctionne encore? Déjà, encore et toujours l'utilisateur, hein. Le social engineering, le phishing, le password spray, certains payloads. Mais ça devient de plus en plus compliqué d'atteindre la cible. Mais il y a encore des trucs qui marchent très bien. Par exemple, des trucs qui sont déjà intégrés dans Microsoft. Dans Microsoft, sur Windows 10, Windows 11, par défaut, vous avez Quick Assist. Quick Assist, c'est un outil de prise à main à distance. Quand votre maman a un problème sur son PC, qu'elle vous appelle, vous prenez Quick Assist, vous prenez la main sur son PC, et du coup, vous pouvez aller après agir sur sa machine. Quick Assist, il est par défaut sur Microsoft. Et il y a même des gens en IT qui utilisent ça. Nous, on s'en est déjà servi. Bon, on a récupéré un beacon dégueulasse, d'accord, mais on a récupéré un beacon quand même. Donc on a appelé la personne, en fait, on a récupéré la main comme ça, en lançant un Quick Assist, et du coup, on a pu faire les actions pour récupérer la main sur sa machine. Un autre truc qui marche encore énormément, c'est le loot. Une fois que vous êtes en interne, une fois que l'initial access il est fait, en fait, dans les shares, en fait, dans tous les partages du client, il y a des tonnes de données. Il peut y avoir déjà des données directement utilisables d'un point de vue technique, mais il peut y avoir aussi plein de données sur son infrastructure réseau, sa configuration firewall, plein de choses qui vont vous donner en fait toutes les infos qu'il va vous falloir pour accomplir la mission. Un truc qui marche encore très bien, on a vu tout à l'heure le sideloading d'exécutables. Là par exemple, ça c'est une campagne, j'ai vu un article sur LinkedIn cette semaine, et on voit qu'il y a des threat actors qui utilisent encore cette technique, donc ils loadaient un exe signé, qui loadait une DL. Donc c'est quelque chose qui est encore très utilisé actuellement. Du coup, évolution côté offensif, donc une complexité croissante. Donc du coup, notre malware, il va falloir qu'on arrive à déposer le malware chez l'utilisateur, il va falloir qu'on exécute la charge utile, et il va falloir qu'on persiste en plus sur la machine. Du coup, la solution pour arriver à passer tout ça, notamment pour la partie EDR, XDR et antivirus, ça va être décorréler les étapes. Ça va être travailler dans le temps et par morceaux, en fait, pour que le DR n'arrive plus à corréler les différents morceaux qui font que notre malware est là et effectif. L'autre point, ça va être le contournement des protections réseau. Donc pour ça, on va utiliser des domaines à réputation, on va utiliser des mail app profiles, des redirecteurs, et on va essayer de faire passer tout notre trafic comme du trafic légitime. Il y a même des C2 qui utilisent par exemple Azure et qui font passer leur trafic dans du trafic Azure directement pour être complètement invisible en fait de tout ce qui va être un IDS. Du coup, les nouvelles règles. Donc la Red Team, pour continuer à en faire, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait qu'on évolue et qu'on innove et qu'on s'industrialise. En gros, on a été obligé de créer des tools pour plein de choses, notamment par exemple pour la gestion de l'infrastructure de la Red Team, que ce soit cloud ou que ce soit directement chez nous. Donc on a monté des tools. Bon là le tool il n'est pas public évidemment. On ne va pas donner des billes aux threat actors du coup, mais je vous invite à faire pareil si vous faites de la Red Team chez vous, c'est d'automatiser tout ce qui est montage de lab, montage de redirecteurs, montage de domaine. Il faut tout automatiser en fait pour que déjà vous ayez tout un package de tooling et pour que votre Red Team en fait elle soit opérationnelle très rapidement et que vous puissiez changer vos IOC en très peu de temps en fait durant la mission. Du coup, ce qu'il a fallu faire aussi, c'est adapter la partie offensive. Donc les datas sont dans le cloud, donc la Red Team elle va être dans le cloud aussi en grande partie. Et ce qu'on voit de plus en plus, la tendance actuelle depuis l'année dernière notamment et énormément cette année, c'est une Red Team qui travaille à rebond, donc qui fait cloud, on-premise, cloud, on-premise, cloud, on-premise. Et évidemment, les initial access via le cloud, ça devient aussi super intéressant pour nous. Donc les tools comme Evinjinx ou les techniques comme le device code phishing, c'est de plus en plus utilisé et ça permet vraiment d'avoir un point d'entrée en fait dans le cloud du client et ensuite sur la partie on-premise. Mais souvent, ce qui nous bloque, ça va être la conditional access policy. Conditional access policy, ça va être
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble de règles qui va bloquer en fait l'accès, ou refuser l'accès, ou demander du MFA, ou demander un device compliant, selon un certain nombre de règles qui sont définies. Notamment, ça peut être des règles sur l'utilisateur, sur l'appareil utilisé, sur l'emplacement, les applications, le risque associé à l'utilisateur, l'application utilisée, etc. Du coup, ce qu'on a fait... Du coup, la CAP, ça se présente comme ça. Donc, en fait, on définit un certain nombre d'utilisateurs, on définit des ressources, on définit des plateformes sur lesquelles ça s'applique, des clients sur lesquels ça va s'appliquer, éventuellement des localisations, et après, on va ajouter des contrôles, en fait. Et ça, c'est une règle. On a des clients, ils ont 100 règles ou 60 règles. Et du coup, il va falloir trouver le truc qui passe toutes ces règles. Donc là, par exemple, c'était une OP. On trouve un spray, un 2FA Microsoft. Et du coup, en fait, on se dit, bon, il y a une conditional access policy. Et du coup, quand il y a trop de règles, en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de combinaisons. Donc pour analyser le truc, ce qu'on avait fait durant l'OP, c'était, on a monté un petit tool. Du coup, j'ai git pull sur le tool de Dirjam il y a 2 jours, là, j'ai fait le git pull. Je pense pas que ce soit intégré encore, ça m'étonnerait qu'il l'ait vu. Et du coup, un petit tool pour aller parser toutes ces règles, en fait, et arriver à trouver des bypass ou des manquements qu'il pourrait y avoir du côté du client. Alors c'est cool parce que ça peut être utilisé côté offensif comme côté défensif. Du coup, par exemple, sur une des missions, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait trouvé... Ouais, ça se voit pas trop. Ce qu'on avait trouvé, en fait, c'était que sur la plateforme du client, donc on avait joué RodRecon, et on avait récupéré, en fait, un paquet d'infos, et on avait découvert, en fait, sur la plateforme du client, pour toutes les ressources, en fait, avec Windows Phone, le seul client qui était bloqué, du coup, en fait, c'était Browser. Et il n'y avait pas l'API directement, l'école API directement. Donc du coup, avec ça, on a pu faire du GraphSpy, looter tous ces SharePoint, looter tout ça en OneDrive, en fait, juste en trouvant le bypass, quoi, grâce au tool. Donc j'ai écrit ce tool, c'était cool. Et 2 semaines après la création du tool, donc il était toujours en interne, il y a SpectreOps qui a sorti le même tool, enfin un tool avec la même idée, mais en public. Donc en plus, ils ont une plus jolie GUI, etc. Donc j'étais là, bon, du coup, je le release pas, puis finalement, je l'ai release pour le talk, là. Et la petite satisfaction quand même, c'était qu'il n'y avait pas le Windows Phone, il va falloir faire une PR pour qu'ils rajoutent Windows Phone dessus, parce qu'ils n'avaient pas trouvé le bypass. Du coup, l'adaptation offensive, c'est des nouvelles approches. Une fois l'accès conditionnel passé, souvent énorme source pour la Red Team. Donc choper les SharePoint, choper les OneDrive, les mails, les Teams. On a accès à la Graph API, et en fait, depuis Entra-ID, redescendre sur la partie on-premise, ça peut carrément se faire, en fait, des faux LNK, des exe, peu importe le payload que vous utilisez, et vous shootez ça dans les fichiers partagés, il y aura bien quelqu'un pour cliquer. Pareil, vous pouvez faire du phishing interne avec Teams, avec Outlook, etc. Donc c'est assez pépite. Ça, c'était un peu pour la vision 2026. Et du coup, on va faire un petit retour aussi, parce que je trouve que sur les Red Teams, ce qui apprend le plus, ça va être les victoires et les échecs, surtout les échecs. Et du coup, on va faire un petit retour sur les epic fails de Red Team qu'on a pu faire. Ça, c'était une Red Team. On fait du spear phishing, donc classique. C'était il y a quelques temps, donc c'était avec une ISO. Et là, notre ISO, elle contenait un TumsDB en fait, qui allait se transformer en DLL quand la personne avait cliqué sur le PDF. Et donc lui, on lui a affiché le PDF, mais évidemment, en tâche de fond, notre LNK, il allait transformer le TumsDB et poser la DLL au bon endroit pour infecter la personne. En lab, nickel, tout OK, rien qui sonne. Donc là, parfait. Sauf que en fait, chez le client, ça a sonné comme ça. C'est la vraie alerte client que je vous ai copiée. On est allé la chercher à la fin de la RT une fois qu'on était déjà sur le truc. Et en fait, on a compris après coup ce qui s'était passé. C'est que dans les tests, en fait, on est allé directement on avait fait notre download directement depuis le navigateur, en fait. On avait zappé une étape. L'étape qu'on avait zappée, c'était l'ouverture du nav, en fait, depuis Outlook. Et ça, c'était un signal faible qui s'est rajouté sur le DR, qui a fait que, en fait, dans notre lab, ça sonnait pas, alors que chez eux, ça a sonné. Notre epic fail, celui-là, j'ai encore mal quand j'en parle, c'était un client qui a un ADFS.
donc c'était il y a quelques années en plus, un ADFS. Donc là, à ce moment-là, bah, pas de lab pour monter un ADFS, d'ailleurs toujours pas. Donc obligé de faire un ADFS à la main pour tester notre payload. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà monté un ADFS, c'est un bel enfer à monter. Donc on monte tout un lab avec un ADFS, etc. Et on teste en fait un Nginx pour donc on crée en plus le fichelet pour ADFS. On prépare tout, tout est ok, c'est super. On est prêt à shooter. Et en fait, je fais un dernier test. J'ouvre Outlook Web Application, donc le Outlook en web. Et là, je me trompe d'URL à copier. Je prends pas l'URL qui est anti-sandbox, je prends l'URL direct de la target finale en fait. Et je la copie en fait dans le mail. Je me dis, bon, ça va, je ne l'ai pas envoyé. 30 secondes après, le site était blacklisté, le truc était complètement mort, il y avait une grosse page rouge Chrome qui disait, attention, site malveillant, dès qu'on allait sur le site. Ce qui se passe, c'est que Outlook, en fait, dès qu'on copie dedans, sur la partie web en tout cas, je ne sais pas si pour la partie client lourd, mais sur la partie web, il scanne automatiquement l'URL. Donc mon URL a été scanné instant, et du coup, bah, j'étais obligé de refaire toute ma campagne de fiches juste à cause de ça. Donc quelques temps de perdu. Un autre epic fail qu'on a pu faire en Red Team, c'était l'utilisation du compte brise-glace. Donc là, on est en fin de mission, vraiment on est en fin de mission. On a chopé un KeePass, il y a toute l'infra dedans. On a tous les mots de passe. Enfin, je veux dire, c'est terminé. Et parmi les objectifs, il y avait être Global Admin. Bah, ok, Global Admin, on se dit, bon, ça va être un peu short, etc. Il va falloir qu'on rebondisse sur les PC des admins, qu'on aille voler les cookies, les tokens. Donc en vrai, on sentait qu'on était un peu pressé par le temps, donc on se dit, bon, attends, regarde dans le KeePass, il y a un brise-glace account. On dit, bah allez, vas-y, brise-glace account, il n'y a pas de 2FA. Donc évidemment, on s'en est servi. Évidemment, on a été global admin, mais par contre, le client nous a raconté qu'il était en réunion à ce moment-là avec le mec qui gère le SI. Et le mec qui gère le SI, ben, à ce moment-là, il est devenu tout blanc. Il a dit, je dois y aller, il s'est levé, apparemment il est parti, et il y avait eu un mail d'alerte en fait, c'était, ce truc-là était monitoré, et du coup ça a créé une grosse alerte, donc grosse panique chez le client, puisqu'il savait que ce mot de passe était que dans ce KeePass, donc si on avait ce mot de passe, c'est qu'on avait le KeePass. Donc là ils ont été obligés de dire, non stop, c'est une red team, arrêtez-vous là, parce qu'ils commençaient à paniquer de ouf. Un autre epic fail red team, c'est les redirections. Donc on a pu voir souvent quand on veut rediriger vers un site avec du content malveillant, ben, on met en place une sorte de filtrage. Ben là, on s'est raté sur le filtrage, en fait. Plutôt que de le mettre vers un site lambda, on l'a mis vers le site du client. On s'est dit, bon, après tout, c'est lui qu'on target. Sauf que la Blue Team, même qu'on ait lancé notre campagne, ils avaient capté qu'il y avait des redirections, parce que forcément, il y avait toujours des robots qui scannaient notre site Evil. Et qu'il y avait des redirections en fait, d'un site bizarre qui arrivait chez eux, et du coup, ils ont capté le site, ils l'ont blacklisté avant même qu'on puisse commencer l'OP. Donc, un autre epic fail très récent, celui-là, 8 mai, dédicace à Nidal qui a lancé le binaire. En fait, on fait une mauvaise énumération de la machine. On est en SSH sur une machine Linux, sur lequel il y a un GLPI. Évidemment, on voulait target le GLPI, on aime bien les GLPI chez OCD, c'est vraiment un truc qu'on aime bien. On fait une mauvaise énumération de la machine. On rate le fait qu'il y ait MDE dessus. Donc on se dit, enfin on l'avait pas vu quoi, juste on l'a raté, bon, ça arrive à la fatigue et tout ça. Et résultat, 2 jours après, il y a mon boss qui envoie un mail avec un lien d'un article Microsoft. On voit l'article, mon collègue il fait, ça ressemble à nous ça. Je regarde le truc, je fais, ah non mec, ça c'est nous ça. Et donc en fait pour Microsoft, regardez-moi bien, on est des threat actors. Voilà, donc ils ont laissé, ils ont fait un article de blog sur nous, sur exactement toute l'attaque qu'on a fait, tout ça parce qu'on a raté la présence de MDE dessus. Donc, voilà. Un epic fail red et blue ce coup-ci, parce que des fois il n'y a pas que la red team qui se plante, il y a aussi la blue team. Une fois, on liste les fichiers dans les shares communs et on trouve une NTDS. Bon, une NTDS vieille, hein. Une NTDS elle avait 3 ans, ou 4 ans. Mais bon, une NTDS quand même, on se dit, c'est... Voilà. Donc on se dit, est-ce qu'on la télécharge, est-ce qu'on la télécharge pas? Donc là, est-ce que c'est un honeypot? Que faire quoi? On regarde bien autour, on regarde les dates, on voit le script qui a servi à la créer, on voit qu'il y a tout qui concorde, on se dit, c'est pas un honeypot, il y a trop de signaux qui font que c'est pas un honeypot. Bon, finalement, trop tenté, on le télécharge quoi. On le télécharge, effectivement, il nous a bien aidé.
par la suite. Mais du coup, ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y avait une sonde réseau en fait, qui nous a capté et qui a capté la signature du fichier NTDS. Donc, les premiers bytes du fichier, en fait, qui circulent sur le réseau, en fait, le système d'analyse réseau, il a détecté qu'il y avait un NTDS qui transitait. Du coup, l'alerte a été vue et a été traitée par l'analyste, mais comme faux positif. Donc, comme quoi, des fois, voilà. Un autre Epic Fail Blue, le SOC qui a une alerte sur les redirecteurs. Donc, on a une infection OK, il n'y a rien qui sonne, etc. Mais quelques temps plus tard, il y a une alerte qui est élevée. Ben là, en fait, il y avait de l'alerte, il y a une machine qui fait des appels réguliers, donc c'était des callbacks de beacon, vers un hostname qui commençait par Teams présence. Et l'analyste, il a dit, bon, ben, Teams présence, ça paraît légitime, c'est bon, je clôt, il n'y a pas de souci. Teams qui fait des appels vers Teams présence, c'est normal, mais oui, mais non. D'autres epic fails de la Blue Team, parce que, ouais, une fois, ils ont décommissionné le mauvais poste, c'est-à-dire qu'on s'était connecté en VPN, on avait mis un nom de hostname, on les avait infectés derrière, et sauf que ce nom de hostname n'avait rien à voir avec notre attaque, en fait. Et ben, ils ont quand même décommissionné le poste avec le nom de hostname, et le pauvre gars s'est fait shred son PC alors qu'il n'avait rien fait. Voilà. Une fois, il y avait remise en service d'un poste infecté. Ouais. Donc en gros, on infecte, on a le beacon, etc. Une semaine après, ou je sais plus, ou 15 jours, j'en sais rien, c'était vraiment il y a longtemps. Le client nous dit, bah, vous êtes détecté, tout ça, le poste il est enlevé. On fait ok, bon, bah, on va continuer sur les autres beacons, c'est pas grave. Et une semaine plus tard, le beacon revient. Et je dis au client, c'est normal en fait, vous leur avez dit qu'il y avait une rétine. Ah non, non, ils ont nettoyé, ils n'ont rien vu, donc ils l'ont remis en service. Donc voilà. Comme quoi, des fois, ça arrive aussi. Une fois aussi, un mail d'alerte, un passage en route sur un serveur, voilà. Le client avait fait des choses bien, il y avait juste un mail d'alerte dès que quelqu'un passait route sur le serveur. On est passé route, on avait clenché le mail d'alerte, sauf que personne n'a jamais lu le mail d'alerte, parce qu'évidemment, il y avait trop d'alertes. Epic Fail White Team, parce que dans la Red Team, il y a la Blue Team, la Red Team, et la White Team. La White Team, c'est un peu l'arbitre. C'est celui qui, voilà, chaque semaine, il dit, bon, ça, on va faire ci, etc. Et surtout, c'est notre lien avec l'équipe de défense, si jamais. Et on infecte un mec. Le gars, il avait des horaires, donc c'était pire qu'un fonctionnaire en pré-retraite. Il n'était jamais connecté, en fait. Donc, du coup, je suis jamais présent, donc on dit au client, on ne va pas refaire un axe initial, une autre infection, etc. Donc, du coup, on lui demande un compte d'Assume Breach. On crée un super compte d'Assume Breach. Et là, on lui fait faire la procédure. On voit le beacon qui arrive. Le beacon, il s'appelle C-Servia, donc bon nom, évidemment. Et en fait, on s'est dit, ça va que les analystes, en fait, les gens qui ont créé le compte n'ont pas fait une petite analyse derrière, parce que sinon, on aurait cramé la Red Team assez rapidement, et très, très... Voilà. Il y a aussi des Epic Wins. L'Epic Win de la Red Team, une fois, on a récupéré un certificat LDAP directement dans les partages de fichiers. S'il vous plaît, dans les SI, faites gaffe avec les certificats. Ça peut être aussi dangereux, voire pire qu'une NTDS ou autre. Donc, cachez-les, ne donnez pas les accès. Parce que là, il y avait accès à tous, certificat LDAP, admin T1, T0, merci, bisous. Voilà. Une autre fois, un autre truc qu'on a fait, qui était assez sympa, site 3W du client. Donc là, on est en externe. On découvre une LFI. Donc LFI, on arrive à lire n'importe quel fichier sur le serveur avec les droits du serveur. On voit que c'est une application Ruby on Rails. On commence à regarder et tout ça. Bon, on ne trouve pas d'RCE, on est un peu deg. Et là, on trouve un moyen de forger des cookies. Du coup, on a forgé un cookie admin. On s'est connecté sur le site, donc qui était un CMS en fait du client. Et on a créé une fausse page de helpdesk après pour aller appeler les clients et avec la fausse page de helpdesk du propre site du client. Un autre truc qu'on a fait, je crois qu'on l'a eu plusieurs fois même d'ailleurs celui-là, c'est récupérer les rapports d'audit des pentests précédents. Donc là, on est sur l'OP, et là, en interne, on retrouve en fait le rapport d'audit externe et interne du client, avec en plus toutes les traces NXC de tous les shares du client. C'était super. Besoin de faire aucune reconnaissance, on avait toute la cartographie de toute l'infra, merci cadeau. Et en plus, on avait les vues. Bon, elles étaient éclatées. La boîte qui avait fait le pentest, c'était pas très bon. Mais en tout cas, c'était vraiment cool, quoi. Un autre truc qu'on a pu faire aussi, c'était clore un ticket helpdesk. Donc en fait, on fait un password spray.
ce passeport Azure, c'est un peu compliqué à passer parce que souvent ça lève des alertes quand même. Notamment là, le truc était loin en termes de localisation et on n'arrivait pas à avoir une IP qui soit vraiment proche en termes de loc. Donc on se disait que c'était sûr que ça allait sonner. Mais on chope quand même un compte MFA avec la MFA non enrôlée. Donc évidemment, MFA non enrôlée, ben on l'enrôle. Donc je crois que j'ai encore sur ma machine l'authenticator de la personne. On ajoute une persistance sur le compte, donc on met ce qu'il faut pour pouvoir revenir, en fait, même si la personne change son mot de passe. Et là, ben, évidemment, on va voir ses mails, on va voir tout ça. Et là, on voit dans les mails qu'il y a une alerte pour password spray. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'est connecté au service now du client avec l'utilisateur, et on a clos l'alerte en disant rating 5 sur 5, merci le SOC, franchement, trop bien, voilà. Donc, et du coup, pour pouvoir continuer notre OP, ils ont quand même changé le mot de passe, mais on a quand même gardé l'accès. Pardon. Dernière Epic Win de la Blue Team ce coup-ci. On est en interne. On vient de découvrir des accès routes à un ESXi. Si vous voulez péter un domaine, les hyperviseurs, c'est la vie. C'est 10 fois mieux qu'aller péter un DC en direct, parce que c'est beaucoup moins regardé. On active le SSH sur un des ESXi, on snapshot le DC, on effectue toute l'extraction de la NTDS. Du snapshot directement sur la machine ESXi. On avait bien vérifié ce coup-ci qu'il n'y avait pas d'EDR, et on ne s'était pas trompé, il n'y en avait pas. On chiffre la NTDS extraite, référence à l'autre truc, on ne va pas se faire gauler à la transférence sur le réseau, et on exfiltre le tout. Là, on est content de nous, on a bien réussi, le domaine il est éclaté, on l'a déchiffre chez nous, on voit qu'on a bien tous les hash de tout le monde, on va pouvoir continuer l'OP tranquille. Sauf que, en fait, sans compter l'œil d'un IT. Donc il y a un IT qui a regardé et qui a vu une connexion SSH bizarre. Le mec, il a vu la connexion SSH. Je ne sais pas trop comment, j'ai pas le détail, c'est ce que m'a dit le client. Il nous a dit aussi qu'aucune alerte n'a sonné. Aucun système de détection n'avait été déclenché. Juste, il y a quelqu'un qui a trouvé ça bizarre, qui est ce SSH-là. Évidemment, ils ont regardé sur le SXI. Là, ils ont commencé à flipper grave. Ils ont constaté les dégâts. Et là, le RSSI, la GG à lui, il a joué le jeu à fond de la Red Team, en fait. C'était qu'il a poussé l'analyse jusqu'au bout. Donc les analystes font taper 3 jours H24 à faire de l'analyse dans leur réseau pour trouver tous les implants. Ils ont même fait appel à une boîte de forensique externe, plus une déclaration à la CNIL. Et en moins de 3 jours, ils avaient changé déjà tous les mots de passe de la NTDS, quoi. Après, il nous a dit, bon, allez-y, mollo, là, calmez-vous, là, parce que sinon, vous allez me les tuer, là. Donc, du coup, on avait... voilà. Voilà, donc 4 ans de Red Team, évolution constante, plein de défis, d'adaptation, etc. Donc, merci pour votre attention et rendez-vous pour les prochaines missions. Merci pour la presse. Alors du coup, moi je suis pas du tout côté Red et j'ai vu un truc qui m'a plu côté Blue, c'est tu as parlé d'automatisation de l'infra. Donc j'imagine enregistrement des noms de domaine et ce genre de choses par exemple. En plus, vous avez déjà votre article de Blue qui vous a capté, bravo à vous, j'espère que vous l'avez affiché dans le bureau. Est-ce que tu n'as pas peur que le fait d'automatiser cette partie infra permettre à quelqu'un qui fait de la Blue Team, qui trouve un de vos domaines, derrière de faire des corrélations et de retrouver tous vos autres domaines en fait, voilà, qui ont été enregistrés par vous en suivant le même pattern? Alors non, sur la partie nom de domaine, on n'a pas automatisé encore cette partie-là. On fait quand même beaucoup à la main sur cette partie-là, justement pour ne pas tomber dans ce genre d'écueil. Donc effectivement... bien joué alors. Et sinon, ouais, tu vas trouver les traces trend. Je suis dans ta console. Parfait.